Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, il est 18h sur Sensation Yvelines et comme tous les dimanches, c'est l'heure de l'hebdo politique. Cette semaine, nous recevons Sandrine Grandgambe, numéro 1 du Parti Socialiste dans les Yvelines. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Sandrine Grandgambe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 6 janvier 1971, vous avez donc 43 ans, vous êtes adhérent du Parti Socialiste depuis 1998. Votre engagement politique, vous l'avez commencé à Montigny-le-Bretonneux. Entre 2001 et 2012, vous étiez conseillère municipale. Vous occupez désormais la même fonction mais à Trappes, aux côtés du maire Guy Malandin. Vous êtes également conseillère régionale depuis 2010. Au conseil régional, justement, vous siégez à la commission permanente et dans les commissions jeunesse et culture. Depuis les dernières élections municipales, vous êtes devenue conseillère communautaire à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Enfin, en parallèle de vos mandats, vous êtes également professeur d'histoire-géographie au lycée Jean Villard, à Plaisir. D'ailleurs, quand vous devenez professeur, vous arrivez facilement à mettre de côté le rôle d'élu ? Oui, mais ça, c'est une habitude, ça m'a jamais posé problème. Je sais mettre des cases et faire la différence entre mon rôle de pédagogue et puis mon rôle d'engagée militante politique. Avec vous, nous parlerons de l'actualité du Parti Socialiste et de l'intercommunalité, mais tout de suite, on passe au Money Time. L'hebdo politique, le Money Time. Sandrine Grandgambe, le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. Le but est d'apprendre à mieux vous connaître. Est-ce que vous êtes prête ? On y va. Dimanche prochain, on devrait connaître le nom du nouveau patron de l'UMP. Qui de Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire ou Hervé Mariton l'emportera selon vous et qui, selon vous, incarnerait le mieux ce parti et ses valeurs ? Compliqué de se mêler des affaires des autres. On a déjà assez à faire avec sa propre famille politique. Mais c'est vrai que François Fillon aurait plus... Donc aucun des trois, on va dire, voilà. qui se présente. Donc plus François la Fillon. stratégie qui permet à François Fillon d'exister sur la scène politique de son parti me paraît la meilleure. La journée internationale des violences faites aux femmes aura lieu mardi. Plus de 200 000 femmes sont chaque année victimes de violences conjugales. Est-ce toujours un sujet tabou d'après vous ? C'est un sujet qui n'est pas forcément tabou, mais qui ne fait pas assez l'actualité, qui ne crée pas assez de... On n'en parle pas assez, vous dites ? Non, et on n'en parle pas assez parce que ça touche aussi l'intime, ça touche les familles, donc c'est difficile. 74% des Français estiment que la pause fiscale en 2015, annoncée par François Hollande il y a quelques jours, ne sera pas respectée. Le président de la République est-il encore audible pour ? Oui, mais alors sur ces sujets-là, moi j'ai jamais entendu les Français croire à des réductions d'impôts, donc c'est pas très nouveau. On fêtera prochainement les 22 ans du SMS. Chacun en envoie en moyenne une dizaine par jour, sauf les ados qui s'en échangent autour de 80. Vous êtes plutôt accro au texto ou vous préférez les appels personnellement ? Je suis plutôt texto. Vous qui êtes prof, on va voir si vous maîtrisez le langage des ados. Que signifie avoir le swag ? Le savez-vous ? Je comprends un peu, mais non. Alors le swag, c'est avoir de la classe tout en étant cool. Et savez-vous ce que veut dire se taper l'affiche ? Non. C'est avoir la honte, tout simplement. Plus de 90% des Français se déclarent favorables à l'euthanasie pour les personnes qui en font la demande et qui souffrent des maladies insupportables et incurables. Que vous inspirent les résultats de ce sondage, 90% des Français ? C'est un peu... Enfin, ça va dans le bon sens. Moi, je suis favorable aussi. Donc, de la même manière, il faudrait peut-être plus en parler ? Oui, il y a des associations comme l'association du droit de mourir dans la dignité qui fait un gros travail. Donc, moi, je les soutiens et ça fait partie des combats qu'il faut mener. En 2016, dans 2 ans, donc, tous les élèves de 5e seront équipés d'une tablette. C'est l'une des annonces récentes de François Hollande. Vous y voyez une utilité ou ce n'est qu'un gadget ? Non, c'est, à mon avis, là aussi, ça va dans le bon sens. On voit bien que les manuels scolaires, aujourd'hui, sont vite obsolètes. Donc, il y a aussi des gains à faire. Puis, il y a un outil qui peut être peut-être plus facile pour les jeunes.
Et pour les enseignants aussi, il y a plein de nouveautés pédagogiques qu'on peut utiliser. Plus qu'un mois avant Noël, symbole des fêtes de fin d'année, le sapin, vous êtes plutôt naturel ou artificiel en ce qui concerne le sapin ? Je suis plutôt pas de sapin du tout. D'accord, 8 Français sur 10 optent pour un sapin naturel et notamment les fameux Nordman. Le gouvernement souhaite assouplir les règles du travail du dimanche dans les commerces non alimentaires et autoriser jusqu'à 12 ouvertures dominicales par an au lieu de 5 actuellement. C'est au maire que reviendra cette décision. Le travail dominical, vous y êtes personnellement favorable ? Non, j'ai toujours été opposée et j'ai toujours voté contre les autorisations d'ouverture le dimanche, sauf quand il s'agit d'autorisations ponctuelles liées à des fêtes. Mais de manière continue, je pense que c'est une mauvaise décision. La Suède, le Parlement britannique et la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, se sont prononcés en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien. La France doit-elle suivre le même chemin ? Oui, ça fait partie des choses qui me paraissent inéluctables, même si c'est difficile à faire. L'hebdo politique sur Sensation. Pour ce premier thème de l'hebdo politique, Sandrine Grandgambe, nous allons parler de la situation du Parti socialiste sur le plan national mais également local. Le PS qui va mal, les médias s'accordent à le dire. Jusqu'à 60% des adhérents du parti pourraient ne pas avoir renouvelé leur carte en 2014. Alors, au-delà de la guerre des chiffres, estimez-vous qu'un danger pèse sur votre parti aujourd'hui ? Non, il y a pas. En termes d'adhésion, là, ça n'a pas de sens parce que pour vous dire exactement comment ça fonctionne, la plupart des militants en fait reprennent leur carte quand il y a des votes. Cette année, il n'y a pas eu encore de vote. Il y aura un vote le 4 décembre. Donc c'est à ce moment-là qu'on saura effectivement quelle est la réalité de la situation concernant les adhésions. Qu'il y ait eu des départs, c'est évident. Après, pas dans la proportion qui est annoncée, qui n'a absolument aucun sens. Donc on verra. Moi, je serai à même de dire sur la Fédération des Yvelines où on en est, mais ça ne sera pas plus de 15%. Justement, pour les Yvelines, pas plus de 15%. Non. Il y a combien d'adhérents aujourd'hui du Parti socialiste dans les Yvelines ? Là aussi, c'est parce qu'en fait, on a des fichiers qui évoluent en fonction des années, mais on est à plus de 2000. Aujourd'hui, au sein du Parti socialiste, c'est le volet économique du gouvernement qui déchire le plus votre parti. Certains estiment que l'exécutif et le Premier ministre Manuel Valls mettent en place une politique qu'ils jugent trop libérale, de droite même. De quel côté vous placez-vous ? Je ne dirais jamais qu'un président socialiste fait une politique de droite. En même temps, je vois la désillusion, je vois les interrogations, et si elles existent, c'est qu'il y a visiblement un problème. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça ne sert à rien de mettre les problèmes sous la table et qu'il faut les assumer. Et les assumer, c'est avoir ce débat, notamment sur la ligne économique. Que pensez-vous des propositions faites récemment par François Hollande de créer par exemple un nouveau contrat pour les plus de 60 ans et qui n'ont pas toutes leurs annuités, ou le plan numérique pour l'école, on en a parlé tout à l'heure. Ces idées vont-elles dans le bon sens ? Est-ce que c'est ces idées-là précisément qui vont permettre par exemple à la France de relever la tête, ou alors ce sont des petites mesures, des mesurettes ? Mais je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une recette qui permettrait de changer complètement la donne. C'est une accumulation aussi de politiques. Ce qui est important, c'est que toutes ces politiques, elles aient du sens et qu'elles convergent et qu'elles permettent, là vous parliez du numérique à l'école, c'est indissociable de la réforme globale sur l'école et de l'ensemble des mesures qui sont prises, notamment du maintien des enseignants, des postes d'enseignants. Il peut y avoir des tablettes numériques, s'il n'y a pas d'enseignants qui sont en face des élèves pour leur apprendre à les utiliser, ça ne servira pas à grand-chose. Manuel Valls a parlé d'une gauche passéiste il y a quelques jours. Il a aussi évoqué le changement de nom du Parti socialiste. Il est pour, et vous ? Très hostile à cette proposition. Moi, je suis prof d'histoire et cette notion de passé qui serait forcément rétrograde, déjà, je n'adhère pas à ça. Et puis, je pense que Michel Rocard a dit des choses on est dans un département où il a pesé. Il a dit des choses ces derniers temps très intelligentes, à mon avis, sur ce sujet, en expliquant que on ne peut pas aller trouver son chemin si on ne sait pas d'où on vient et on ne renie pas d'où on vient. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses... Pourtant, le nom du Parti socialiste, ce n'est pas le premier nom du mouvement, c'était la SFIO avant. Il y a eu une évolution, on ne pourrait pas imaginer... Sauf que le terme social, la question, c'est la question du terme socialiste. Et moi, je suis très attachée à la manière dont ce mouvement et ce terme sont nés au 19e siècle, dans les conditions sociales du 19e siècle. Donc tout ça a du sens. Et les mots portent aussi en eux toute une charge historique, idéologique. Et c'est pour ça que j'y suis très attachée. Quant à l'idée qu'il y aurait une gauche passéiste, une gauche moderne, là aussi, on est dans des choses assez classiques, mais qui, à mon avis, ne reflètent pas la réalité. Manuel Valls a également regretté que la gauche n'ait pas tendu la main
à François Bayrou, après qu'il ait appelé à voter Hollande en 2012. Le PS doit-il se tourner vers le centre pour trouver un nouvel allié ? Je crois que le PS doit déjà se tourner vers la gauche. Moi, je pense que François Mitterrand nous a donné la manière de faire qui me paraît encore aujourd'hui la plus juste, c'est-à-dire que d'abord on rassemble sa famille, on rassemble ses amis, et puis après on discute avec ceux qui veulent bien partager le projet. Donc si on met les choses à l'envers, forcément ça ne peut pas marcher. Estimez-vous justement qu'une autre force de gauche réunissant, on va dire, les frondeurs, écologistes, communistes, déçus du Parti socialiste, peut aujourd'hui éclore et faire de l'ombre au Parti socialiste justement ? Non, je pense qu'il y a des ponts qui se mettent en place et c'est normal et on discute. On peut être d'accord sur certains sujets, moins sur d'autres. L'essentiel, c'est qu'il y ait les lieux pour que le débat existe. Après, la structure, chacun a sa famille. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous des structures politiques qui ont leur histoire et qui ont leur sens. Donc l'essentiel, c'est en revanche qu'on ait bien les cadres pour discuter entre nous. Est-ce le moment finalement de critiquer la gauche quand on est de gauche ? Est-ce que c'est pas le pire des moments dans une période si difficile ? Est-ce que c'est pas le moment de faire front, qu'il y ait des frondeurs, des hommes politiques, des femmes politiques qui prennent la parole dans les médias ? Mais dire les choses et faire vivre le débat, c'est pas forcément de la critique. C'est aussi... je pense que la pire des choses, c'est de se taire et de faire comme si tout allait bien. Et on peut faire vivre le débat dans de bonnes conditions. Ça s'appelle la démocratie. Ça me paraît plutôt une bonne chose. Il y a un homme politique dans les Yvelines qui n'est pas forcément très tendre avec le gouvernement et François Hollande, c'est Benoît Hamon. La gauche yvelinoise suit-elle l'ancien ministre de l'Éducation quand celui-ci estime, je le cite, « la politique de l'exécutif menace la République », par exemple. Quand il dit ça, est-ce que... Sauf que depuis, il est revenu dessus, donc c'est forcément la phrase qui ressort, mais c'est pour remettre dans un contexte où il explique que son problème, c'est de voir la montée du Front National. Et je pense que quand on est un républicain, quand on est de gauche, mais quand on est républicain, de toute façon, cette montée du Front National nous interpelle tous et nous oblige à mais c'est la faute de la politique de l'exécutif ? Non, on est dans un contexte global où il y a eu des promesses de fait qui, pour l'instant, ne trouvent pas de débouchés. Donc, quand on a des gens qui sont au chômage, à qui on a expliqué qu'on allait trouver des solutions pour le chômage et qu'ils ne voient rien, forcément, il y a une déception. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on peut considérer que l'échec des politiques, en général, menés depuis, pour le chômage, une trentaine d'années, aujourd'hui pose un problème concernant la cohésion républicaine. Benoît Hamon, c'est lui l'homme fort du département à gauche ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, homme fort. On est là sur des registres de vocabulaire où on dit pas femme forte, par exemple. Enfin, voilà, que ce soit l'homme politique au Parti socialiste qui a le plus d'expérience, parce qu'il a une expérience ministérielle, parce qu'il incarne aussi un courant idéologique, c'est une évidence. C'est ce que j'entendais. Voilà. Oui. Finalement, le fait que Benoît Hamon ait quitté le gouvernement, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la gauche des Yvelines ? On va dire la mauvaise nouvelle personnelle est-elle remplacée par la bonne nouvelle collective ? Pour le collectif ? Ni l'un ni l'autre. C'est vrai qu'il est plus peut-être disponible pour nous, sur le terrain. En même temps, c'est vrai que en tant que ministre de l'économie sociale et solidaire, il a porté des sujets qui étaient vraiment nouveaux aussi dans le monde politique. Et on le voit avec des structures comme Envie ici à Trappes. Il y a beaucoup de choses à faire sur le développement de l'économie circulaire. Pareil pour la réforme de l'école. Il y avait vraiment un challenge très, très important pour lui et pour les socialistes et pour la gauche en général. Donc c'est vrai que c'est dommage de se priver de talents de ce type. Après, c'est vrai que sur le terrain, il nous est très utile. Depuis les municipales de mars dernier, seules 18 communes sont encore à gauche dans le département sur 262 au total. La gauche yvelinoise existe-t-elle encore ? Alors, elle existe parce que déjà, on ne partait pas dans une situation d'euphorie. C'est pire encore. Il se trouve que dans nos systèmes d'élection, il y a aussi des oppositions. Et je crois qu'il ne faut pas non plus négliger tous ces élus qui font un énorme travail, qui ne sont la plupart du temps pas rémunérés, qui donnent de leur temps et qui font vivre la démocratie partout. Et moi, je voudrais les saluer parce que c'est un rôle parfois très ingrat. Et en même temps, s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de débat démocratique. Et dans les Yvelines, ils sont très nombreux. Vous pensez qu'il sera possible d'inverser la tendance lors des prochaines élections, notamment pour la gauche, que ce soit localement, nationalement aussi ? Vous pensez que c'est faisable qu'on
qu'on prenne le département des Yvelines, je peux vous dire sans être défaitiste que ça va être compliqué. Limiter la casse, alors. On est sur un département très particulier qui est avec des inégalités extrêmement marquées, avec des territoires qui sont très privilégiés, qui ont en même temps des cadres de vie extraordinaires, et en même temps d'autres territoires, dans le Mantois, les Mureaux, ici à Trappes et la Verrière, même si c'est moins prononcé qu'à une certaine époque, des poches de pauvreté extrêmement importantes, avec des difficultés sociales énormes. Et je pense que c'est peut-être un des départements où on voit le plus ces contrastes et où c'est le plus à la fois choquant et le plus marqué. Et ça donne aussi des raisons de militer à gauche et au Parti socialiste. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de l'intercommunalité. L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique après cette pause musicale, nous sommes toujours en compagnie de Sandrine Grandgam, première secrétaire fédérale du Parti socialiste des Yvelines. Nous évoquions tout à l'heure l'actualité du PS. Nous allons aborder un sujet qui passionne les élus locaux en ce moment, l'intercommunalité. Tout d'abord, revenons sur un événement majeur de cette année 2014, le basculement à droite de la Casquie, la communauté d'agglomération de 50 en Yvelines. La Casquie était à gauche depuis sa création en 1973. Ce changement a-t-il été vécu comme un véritable tremblement de terre ? Véritablement. Tremblement de terre, non, mais comme une grosse déception. Alors, c'est le résultat aussi du changement de la loi électorale qui fait que maintenant les minorités, ce qui est plutôt une bonne chose sur le plan démocratique, les minorités sont représentées à l'agglomération, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on est resté sur le même rapport de force entre villes de droite, villes de gauche, c'est-à-dire 4 villes à gauche, 3 villes à droite, mais une représentation plus forte des délégués de droite. Donc on est au coude à coude, 23-25, mais la réalité c'est que ce soit, on est même si c'est 50,01, ça reste le fait majoritaire qui l'emporte. Donc on prend acte, mais on a aussi accepté de participer à l'exécutif. L'ensemble des villes de gauche ont un représentant dans le bureau communautaire qui est en charge en tant que vice-président d'un dossier. Donc voilà, on est dans une démarche non pas de cogestion, parce que ça reste le président et ses amis politiques qui vont proposer une ligne, et on peut ne pas être d'accord, notamment on verra sur le plan budgétaire ce qu'il en sera, mais en revanche on veut être constructif. Quel regard portez-vous sur les premiers mois de la droite et de Michel Laugier aux commandes de l'agglomération ? C'est compliqué d'avoir du recul, parce que ce qui va être déterminant, c'est l'exercice budgétaire en fait. C'est là qu'une équipe montre ce qu'elle veut faire réellement, et en l'occurrence, on devait avoir le débat d'orientation budgétaire la semaine dernière, finalement il est repoussé, je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu. On voit bien que là il y a un petit peu de retard à l'allumage, mais ce qui est en même temps, il ne s'agit pas de blâmer les nouvelles équipes, il faut le temps de prendre ses marques, de s'installer, voilà. Donc on n'a pas encore vraiment de visibilité. Moi je sens qu'il y a des mouvements contradictoires, on va dire, qui au sein de la majorité, avec des velléités de continuer dans une démarche plutôt constructive, telle que ça a été mis en place précédemment pour préserver l'attractivité du territoire, la solidarité du territoire, et en même temps aussi l'envie un peu de bousculer tout ça de manière pas toujours très clair. Donc je pense qu'il va falloir que Michel Laugier assoie aussi son autorité dans l'équipe qui est la sienne, et en tant que président, et je lui fais confiance là-dessus. Au sein de la Casquie, vous êtes vice-présidente en charge des transports et déplacements. Dans ce domaine précisément, quelle est l'actualité ? Quels sont les dossiers chauds ? Si on se réfère aux pages du magazine de l'agglomération, c'est le nouveau plan local de déplacement, c'est ça ? Nous avons, en fait, moi je suis les dossiers aussi maintenant à la région, puisque vous avez dit, en fait il y a eu des changements de commission. Moi je suis depuis plus d'1 an à la commission de transport, donc ça me permet aussi de suivre ce dossier sur le plan régional. D'avoir une continuité. Et d'avoir une continuité, puisque c'est compliqué de parler de transport qu'au niveau local. On voit bien les implications avec la SNCF, le STIF et les autres opérateurs. Donc effectivement, le document là que nous avons voté à l'agglomération lors du dernier conseil d'agglomération, c'est ce qu'on appelle le PLD, le plan local de déplacement, qui est en fait un document cadre programmatique où on se fixe un certain nombre d'objectifs, d'actions à mener concernant les transports, pour avoir un petit peu d'ambition aussi sur ce territoire. Et donc
donc c'est un document qui a été voté à l'unanimité. Quelles sont les ambitions justement en termes de transport, de déplacement ? L'idée, c'est il y a plusieurs aspects. Il y a tout ce qui concerne la fluidité sur le territoire, parce qu'on est sur une agglomération qui est à saturation. Il manque des infrastructures, il manque le prolongement de la ligne C jusqu'à Coignières. Il manque des ponts, des liens entre le nord et le sud de l'agglomération. Donc il y a tout un travail pour recoudre le tissu urbain. Alors c'est flagrant ici à Trappes, puisqu'on a ce projet qui maintenant est bien parti de recouvrement de la Nationale 10. Mais en fait, ce travail-là, il ne s'agit pas de couvrir partout, mais il doit exister dans notre réflexion à plusieurs endroits de notre territoire pour permettre de passer d'une zone à l'autre. Et puis, il y a tout le travail à faire aussi dans le cadre du Grand Paris, de réflexion pour que notre territoire soit bien aussi desservi et soit un pôle important en termes de transport pour le Grand Paris. Et puis il y a tout ce qui est transport, les déplacements doux, tout ce qui est aussi lié au développement de l'avenir, comment on permet d'avoir du développement durable sur ce territoire en privilégiant aussi les transports en vélo, par exemple. Il y a plein de choses, à mon avis, à faire là-dessus. Saint-Quentin est actuellement desservi par les lignes C, N et U. Comment, comme l'ensemble, des lignes de la région, les retards et les problèmes sont fréquents. Vous avez les moyens d'agir là-dessus ? Est-ce que vous avez un vrai pouvoir pour réfléchir vrai pouvoir, je ne vais pas mentir, c'est pas parce qu'on va téléphoner pour dire quand même c'est pas normal qu'on va obtenir gain de cause. Par contre, il faut faire ce travail de manière permanente. Ça vous inquiète, ces problèmes de retard qui ne s'arrangent pas avec le temps finalement ? Non, alors les transports en commun sont un peu victimes de leur succès, c'est-à-dire que on a quand même une augmentation du nombre de voyageurs qui est très très important et on a des infrastructures qui étaient vieillissantes. La région a récupéré simplement en 2006 en fait la compétence transport, donc il y a eu énormément de retard et sur des infrastructures qui coûtent des millions et des millions, c'est vrai qu'on ne peut pas rattraper ça même en 10 ans, ça reste compliqué. Mais bon, je suis assez confiante parce que je vois du côté région les investissements qui sont faits. Ça ne se voit pas forcément tout de suite pour les usagers et je comprends que certains soient énervés ou fatigués. Moi, je suis assez confiante sur le fait que les choses vont s'améliorer. Après, il faut être vigilant, il faut être... il faut harceler, c'est pas le bon terme, mais il faut en permanence ne pas lâcher sur les sujets parce que vu de certains bureaux, la réalité avec le terrain, c'est-à-dire que la personne qui attend sur son quai de gare, qui a froid et qui a ses mômes à aller chercher, ça c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. L'actualité de l'agglomération de Saint-Quentin, c'est également l'élargissement prévu au 1er janvier 2016. D'ici là, toutes les agglos de la seconde couronne parisienne devront atteindre le seuil de 200 000 habitants. Pour y parvenir, droite et gauche divergent sur la solution à adopter. La droite majoritaire veut se tourner vers l'ouest et la communauté de communes de l'ouest parisien. Et la gauche minoritaire porte son regard sur l'est et le plateau de Saclay. Pourquoi préférez-vous vous tourner vers l'Essonne ? Alors déjà, majoritaire, minoritaire, c'est vrai, ça a été vrai au conseil d'agglomération parce qu'on a poussé Michel Laugier à faire une proposition au préfet de région, c'est-à-dire à vraiment poser sur la table l'ensemble des données, ce qu'il ne voulait pas faire au départ, mais on est majoritaire en nombre de villes. Il y aura 4 villes sur 3 qui vont proposer au préfet de région mais pas en termes d'élus. Sauf que c'est les avis des villes aussi qui remontent. Donc vous aurez 4 avis conformes qui remonteront au préfet de région, qui porteront la même proposition, et 3 avis ou 2, puisqu'il y a une commune qui ne s'est pas prononcée sur un périmètre. Voilà. Donc nous, l'idée c'était qu'est-ce qui, indépendamment, parce que aujourd'hui, surtout pour le PS, ça ne peut pas être la priorité, qu'est-ce qui sur le territoire fait sens ? Qu'est-ce qui pour l'avenir, si on se projette dans un avenir à moyen terme ou long terme, qu'est-ce qui fait sens si on a un peu d'ambition pour le territoire ? C'était ça le point de départ de notre réflexion. Et ça recoupe la réflexion de l'État, qui est de dire la logique, c'est de renforcer ce qui faisait avant ce qu'on appelle l'OIN, c'est-à-dire l'opération d'intérêt national, c'est-à-dire toute l'organisation de cet espace Saint-Quentin jusqu'à Saclay, qui est un territoire d'avenir. Voilà. Et qui a déjà des ponts qui se sont mis en place, puisque sur le plan universitaire, il y a énormément de rapprochements qui se sont faits entre les grandes écoles de Saclay, l'université de Versailles-Saint-Quentin. Donc on a
énormément de points communs, et l'idée qu'il y aurait d'un côté les Yvelines et puis une frontière avec des barbelés et de l'autre côté l'Essonne, pour ceux qui prennent la RD 36 tous les matins, c'est pas flagrant, quoi. Michel Laugier préfère parler d'une coopération ou d'une fusion avec la communauté d'agglomération du plateau de Saclay. Vous dites que ça ne va pas assez loin, ça ne suffit pas, une coopération. Je pense qu'il a, avec tout le respect que je lui dois, mais il n'a pas bien compris quel était le sens de la loi. Le sens de la loi, ce n'est pas de dire, allez, on essaye d'agrandir les intercos, mais on ne voit pas pourquoi on les agrandirait, pour arriver juste à 200 000. C'est pas ça. 200 000, ce serait même plutôt un minimum, c'est pas un maximum. Donc on n'est pas sur des comptes en disant, allez, c'est bon, là on est 201 000 habitants, c'est super, on a bon là. Non, l'idée c'est vraiment d'avoir un projet. Et pour le coup, nous, il nous semble vraiment que le projet d'avenir, c'est celui-là, c'est d'aller sur... Alors après, ça n'empêchera pas pour le coup, d'avoir des coopérations avec des territoires qui ne sont pas réellement dans le même bassin de vie, comme les Clés et Villepreux, mais pour l'instant, ça ne peut pas être la priorité. C'était ma question justement, des villes comme Villepreux, Plaisir et les Clés-sous-Bois souhaitent rejoindre la Casquille. Qu'est-ce qu'on fait avec ces villes? Oui, le problème c'est qu'ils étaient très hostiles à l'Interco pendant longtemps, après ils voulaient aller à Versailles, après ils voulaient plus aller à Versailles, ils n'étaient pas d'accord entre eux, donc on voit bien que c'est un peu tout ça et par défaut, et que là pour le coup c'est la logique politique qui l'emporte. Qui peut, pourquoi pas, hein, je veux dire, on a des amis de droite ici, on va aller avec nos amis de droite. Ça ne fait pas un projet. Et moi, je pense qu'on peut aussi bien réfléchir en termes de bassin de vie, en considérant qu'ils sont aussi dans la plaine de Versailles et qu'il y a une logique aussi avec Versailles Grand Parc. Et en ce qui concerne Maurepas et Coignard, là, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que... Il faut intégrer Maurepas et Coignard à la Casquille. Sauf Coignard qui n'est pas d'accord. Oui, mais oui, là aussi on est sur... alors pour Maurepas c'est une évidence parce que c'est une ville qui a été membre, qui a été à un moment donné sur cette ville nouvelle qui était le SCAN à l'époque. Donc on partage ne serait-ce que les réseaux de transport. Moi je le vois, Skibus, hein, ça ne s'arrête pas à la frontière et Lancourt. Après, il y a aussi... une histoire sur laquelle il faut passer, mais il n'y a pas de raison. À terme, je pense que cette interco ne pourra pas se faire sans Maurepas. Coignard, c'est plus compliqué, même si la logique voudrait que ce soit les deux qui soient intégrés. Je ne sais pas si c'est maintenant ou dans un deuxième temps, mais on peut... imaginer les deux scénarios. Une proposition fait l'unanimité politique, mais contre elle, cette proposition, c'est celle du préfet de région qui veut aller encore plus loin en créant une grande agglomération de 800 000 habitants. Elle rassemblerait en tout 5 intercommunalités. Pourquoi cette idée attire-t-elle tout le monde contre elle? Alors nous, c'est votre cas également? Nous, on a donné un avis défavorable à cette proposition, mais parce que ça nous semblait aller trop vite, trop tôt. Il faudra venir à ça, mais pas tout de suite. Quand on réfléchit en termes de grands pôles, quand on voit Paris, Paris métropole tel que ça va se mettre en place, l'idée d'avoir des interlocuteurs qui en face aient le poids par rapport à ce qu'ils représentent pour discuter, pour aller chercher en termes de projets, des financements, etc., ça paraît logique. Et finalement, quand vous avez un rassemblement à 400 000 habitants, ça peut être un gros arrondissement parisien, donc c'est pas non plus quelque chose de complètement délirant. En même temps, les populations sont pas forcément prêtes à ça, les politiques non plus. Ça va trop vite. Ça va trop vite, voilà. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cette émission. Merci Sandrine Grandgambe d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes secrétaire numéro 1 du Parti Socialiste pour les Yvelines et conseillère municipale à Trappes. L'hebdo politique revient la semaine prochaine à 18h sur Sensation. Nous recevrons Eddie Haidt et Carl Olive pour notre débat mensuel sur l'actualité. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radiosensation.fr. L'hebdo politique sur Sensation.